Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui nous entoure en permanence mais qu'on ne voit jamais, les réseaux. Comment est-ce que notre téléphone, nos ordinateurs et des serveurs à l'autre bout du monde arrivent à se parler? Allez, accrochez-vous bien, on part explorer cet univers invisible. Voilà la question fondamentale, non? On envoie un email, on lance une vidéo, on passe un appel, et tout est instantané. Ça a l'air un peu magique, avouons-le, et pourtant, derrière cette magie, il y a une mécanique, une horlogerie d'une précision absolument bluffante. Eh bien la réponse, elle tient en deux mots, réseau informatique. En gros, il faut s'imaginer ça comme un immense système nerveux numérique. C'est ce qui permet à tous nos appareils, mais vraiment tous, de discuter entre eux, de s'échanger des infos. C'est le socle, la base de tout ce qu'on fait en ligne. Bon, d'accord. Mais comment ça marche concrètement? Parce que ça ne peut pas être juste le chaos avec des milliards d'infos qui partent dans tous les sens. Eh bien non, loin de là. C'est une communication qui est super bien organisée avec des règles du jeu très précises. C'est un peu comme si un architecte avait dessiné le plan parfait pour que chaque information trouve son chemin sans jamais se perdre. Déjà, il faut savoir que tous les réseaux ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas la même taille. On a le plus petit, le WAN. Ça, c'est tout simplement le Wi-Fi qu'on a à la maison. Un peu plus grand, on trouve le LAN, le réseau local, qui peut couvrir tout un immeuble de bureaux par exemple. On monte encore d'un cran avec le MAN, qui peut s'étendre, lui, à l'échelle d'une ville entière. Et enfin, le géant le plus grand de tous, le WAN. Eh bien, le WAN, c'est Internet, tout simplement. Le réseau qui relie la planète. Ok, mais comment on organise tout ce trafic? Pour ça, il y a deux grandes philosophies, deux modèles. D'un côté, on a le modèle OSI. Lui, c'est un peu le plan théorique parfait, le truc idéal, super détaillé avec ses 7 couches. Et de l'autre, on a le modèle TCP/IP, beaucoup plus pragmatique, plus direct, avec seulement 4 couches. Alors, à votre avis, lequel des deux fait tourner le monde aujourd'hui? Eh bien oui, c'est le TCP/IP, c'est lui qui est au cœur d'Internet. Comme quoi, parfois, le plus simple, c'est vraiment le plus efficace. Et pour que ça fonctionne, il y a une règle d'or, une règle de base. Chaque appareil doit avoir une adresse. C'est un peu comme le système postal, hein. Pour qu'une lettre arrive à bon port, il faut une adresse de destination. Eh bien là, c'est pareil. Cette adresse, c'est l'adresse IP. Sans elle, c'est le flou total, impossible de savoir qui envoie quoi et surtout à qui. C'est le GPS de notre monde numérique. Alors, maintenant qu'on a les adresses, il faut que tout le monde parle la même langue. Sinon, c'est le dialogue de sourds. C'est là que les protocoles entrent en jeu. Ce sont des langages communs. Et pour bien comprendre comment ça marche, le mieux c'est de suivre une seule petite information, un paquet de données du début à la fin de son voyage. Allez, c'est parti pour le road trip. Ok, alors suivez bien le trajet. Première étape, dès qu'on allume un appareil et qu'on le connecte, le protocole DHCP lui saute dessus en quelque sorte et lui attribue une adresse IP temporaire. Pensez au réceptionniste d'un hôtel qui vous donne la clé de votre chambre pour la nuit. C'est exactement ça. Ensuite, on veut aller sur un site, disons google.com. Notre machine, elle, ne comprend pas ce nom. C'est là qu'intervient le DNS. Le DNS, c'est l'annuaire géant d'Internet. Son boulot, c'est de traduire google.com en une série de chiffres, l'adresse IP, que la machine peut comprendre. Sans lui, on serait obligé de mémoriser des suites de chiffres impossibles. Et enfin, dernière étape clé, le NAT. Lui, c'est un peu le chef d'orchestre. Imaginez que dans votre maison, il y a plein d'appareils. Le NAT va permettre à tout ce petit monde de sortir sur Internet en utilisant une seule et même adresse publique. C'est un traducteur et un garde-frontière, tout en un. C'est super malin et essentiel pour la sécurité. Bon, avoir un réseau qui marche à la perfection, c'est génial. Mais est-ce qu'il est bien protégé? Là, on bascule du côté un peu plus sombre de la force, la sécurité. Comment on fait pour protéger ces immenses autoroutes de l'information? Parce qu'il faut être lucide. La réalité, c'est que nos réseaux sont des cibles. Tout le temps. Entre les virus, les tentatives de piratage ou même les simples erreurs humaines, le danger est partout. Sécuriser tout ça, ce n'est pas une option, c'est un combat de tous les instants. La toute première ligne de défense, le grand classique, c'est le pare-feu. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. Il a une liste, il vérifie qui entre, qui sort, et si quelqu'un a une tête qui ne lui revient pas, hop, désolé, ce soir, ça ne va pas être possible. Le pare-feu fait exactement la même chose avec les données de notre réseau. Et si le pare-feu, c'est le videur à l'entrée, l'ACL, c'est la liste VIP à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on est entré dans la boîte, on n'a pas forcément accès à tout. L'ACL, elle, définit très précisément qui a le droit d'aller dans le carré VIP, qui peut commander au bar. Bref, elle gère les permissions pour que chacun reste bien à sa place et ne touche pas à ce qui ne le regarde pas. Et puis, pour le top du top de la sécurité, il y a le VPN. Alors là, l'image, c'est celle d'un convoi blindé. Imaginez que vos données ne prennent pas l'autoroute publique comme tout le monde, mais qu'elles voyagent dans un tunnel secret, chiffré, construit à l'intérieur même de cette autoroute. Personne de l'extérieur ne peut voir ce qu'il y a dedans. C'est un passage secret, juste pour nos informations. Ok, on a vu pas mal de théories, mais dans la vraie vie, qui met les mains dans le cambouis pour que tout ça fonctionne? C'est le boulot de l'administrateur réseau. Et pour faire son travail, il a toute une panoplie d'outils, un peu comme la ceinture de Batman, version informatique.
Alors, dans cette boîte à outils magique, on va trouver par exemple Wireshark. Ça, c'est un peu un microscope surpuissant qui permet de regarder en détail absolument tout ce qui passe sur le réseau. On a aussi Nmap qui lui scanne le réseau et dresse la carte de tous les appareils connectés, un peu comme un sonar. Et puis bien sûr, il y a les grands classiques, Ping et Traceroute, pour vérifier si un appareil répond à l'appel et pour suivre à la trace le chemin exact que prennent les données. Bref, tout ce qu'il faut pour jouer les détectives du numérique. Et tout ça, attention, ce n'est pas juste de la théorie pour se faire plaisir. Comprendre comment fonctionnent les réseaux, c'est acquérir des compétences qui sont aujourd'hui ultra recherchées, que ce soit en administration de systèmes, en cybersécurité ou en diagnostic d'infrastructures, c'est la pierre angulaire de très nombreux métiers de la tech. Parce qu'au final, le but du jeu, c'est bien ça. Être capable non seulement de concevoir et de configurer, mais aussi de tester et de superviser ces systèmes nerveux numériques. Il ne s'agit pas juste de créer des réseaux rapides, mais des réseaux qui soient aussi incroyablement robustes et surtout sécurisés. En fait, c'est ni plus ni moins que de construire les fondations de notre monde connecté. Et tout cela nous amène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Notre monde est de plus en plus connecté, de plus en plus dépendant de ces réseaux. Alors est-ce que nos infrastructures numériques actuelles sont vraiment prêtes pour le futur, pour ce qui nous attend demain? La course est déjà lancée. Et c'est sans doute le plus grand défi technologique des années à venir.